Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire organisé par Streamset et Olexia, partenaire data, pour l'implémentation des projets décisionnels data intégration. On va parler d'un sujet, je pense, très à la mode, c'est le temps réel et comment le temps réel peut vous apporter une aide à la décision pour un pilotage en temps réel. Alors, au niveau agenda, je vais commencer par présenter mes collègues intervenants. On va évidemment parcourir quels sont les contextes et enjeux, les illustrer par des cas d'usage, des exemples, une démonstration faite par Jean-Marc tout à l'heure, et on terminera cette session de 45 minutes maximum. On va essayer de tenir les délais par un question-réponse. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Chevalier, qui est cofondateur de la société Olexia, qui a trempé dans de nombreux projets décisionnels et qui est expert data intégration. Nous aurons également l'intervention de Jean-Marc, collègue architecte solution sur l'offre Streamset. Et je suis moi-même Stéphane Ekel, modérateur, et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Nicolas et Jean-Marc. Alors, je vais laisser rapidement la main à Nicolas qui va présenter les enjeux de ce webinaire pour lequel nous sommes ensemble pour 45 minutes. Donc, Nicolas, voilà, je te laisse la main. Oui, merci Stéphane et bonjour à tous. Alors, peut-être quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet et la démo qu'orchestrera Jean-Marc. C'est un scoop un peu pour personne de dire qu'aujourd'hui la donnée elle est plus que répandue, elle est réellement partout, que ce soit dans nos vies de tous les jours comme dans l'entreprise. Et ce sujet il est souvent abordé, en tout cas dans le monde de l'entreprise, par le prisme technique, avec des interrogations sur les solutions pour traiter des grands volumes de données, tirer des indicateurs clés, etc. Depuis quelques années, on voit aussi émerger une valeur un peu business de la donnée avec problématique pour savoir comment valoriser les données au sein de l'entreprise et puis des phrases un peu punchline du style voilà, la donnée, le nouveau pétrole ou l'or du 21e siècle. Voilà, la donnée aujourd'hui, elle est aussi vue par une problématique un peu éthique, et depuis quelque temps aussi des problématiques même écologiques avec le sujet de voilà, du volume de données à stocker. En ce qui concerne le traitement de la donnée, notamment au sein de l'entreprise, on est passé finalement par différents stades, de traitement et d'appropriation, et une prise en considération donc des apports que pouvait avoir cette donnée, au sein notamment des pilotages financiers opérationnels. L'enjeu, il a souvent et longtemps été l'identification, le recueil et le stockage de la donnée, avec encore une fois des problématiques plus technologiques que métiers. Mais depuis quelques années, donc on voit émerger des notions plus autour de la gouvernance de la donnée et de la gestion de son cycle de vie, avec l'idée derrière de, encore une fois, valoriser cette donnée et de l'identifier, la fiabiliser et surtout la partager. Et derrière ça, on a aussi l'idée que la donnée en tant que telle, elle a un caractère périssable, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une donnée, un indicateur, il a une valeur à un instant T qui ne sera pas forcément la même plus tard ou voire même n'aura plus aucune valeur dans quelques années, quelques jours et parfois même quelques secondes. Alors pour illustrer ça, on a pris un peu l'image de la course au large, puisqu'il s'agit d'un sport qui allie à la fois des grosses infrastructures avec une forte intensité capitalistique, beaucoup d'investissements, et c'est souvent cette infrastructure qu'on a jugée comme étant le point clé, le nerf de la guerre pour gagner une course. Alors on a associé à ça bien sûr la qualité du skipper et des équipes, mais depuis quelques années, c'est un sport qui prend vraiment en compte l'analyse des données comme étant un avantage concurrentiel sur du coup les autres participants aux courses au large. Une course, elle se gagne aujourd'hui grâce à l'exploitation des données, alors météo notamment, mais pas que. On a aussi des capteurs qui sont positionnés sur le bateau et toutes ces données-là, elles sont centralisées, analysées et remontées aux différents intervenants et notamment aux skippers pour prendre des décisions et faire des choix stratégiques qui permettront de gagner la course. Et toujours pour faire un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la dépendance au temps de la donnée et l'importance de son cycle de vie,
On pourrait prendre l'image de la donnée météorologique qui a une valeur très forte quand elle permet voilà, de prendre une décision, et inversement, quelques minutes, quelques jours plus tard, bah, cette donnée elle n'a plus aucune valeur. Et donc, cette notion de la donnée rapportée au temps, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est vraiment critique dans l'analyse et dans la gestion des données au sein des organisations. Raccourcir le temps entre le recueil, la mise à disposition et l'analyse de la donnée, c'est quelque chose qui a été très vite perçu dans certains métiers. On pense notamment à la finance de marché ou encore des problématiques comme la maintenance sur des lieux ou des chaînes de production critiques. Mais on se rend compte que de plus en plus, ce besoin de temps réel dans la donnée et dans sa gestion et son recueil, il se diffuse dans tous les métiers de l'entreprise, voilà, qui souhaitent gagner en réactivité dans la prise de décision. Et cette rapidité, donc, c'est vraiment ce qui aujourd'hui doit devenir un peu, j'ai envie de dire, l'axe premier dans la gestion de ces données, à partir du moment où on a des indicateurs qui sont clairement définis. Aujourd'hui, on a trop souvent encore des remontées de données en mode batch, avec tout ce que ça implique derrière comme process un peu lourd de remontée. Et du coup, on est plutôt aujourd'hui dans une tendance à fluidifier cette remontée au travers de problématiques et de technologies plus de l'ordre du stream que du batch. Voilà. Aujourd'hui, on se heurte plus à des problématiques de profusion de données et de profusion d'indicateurs, là où précédemment, on avait des problématiques de pénurie d'indicateurs. La question aujourd'hui est plus de savoir quel est le bon indicateur plutôt que puis-je disposer de cet indicateur. Toute cette profusion et cette multiplication des données ne va pas aller en diminuant, étant donné que des sujets type le prédictif ou le prévisionnel se généralisent avec eux leur lot d'indicateurs nouveaux à prendre en compte par les décideurs. Pour bien suivre la performance d'une entreprise et d'une organisation, il convient donc d'énoncer clairement les attentes, qu'il s'agisse à la fois du mode de calcul, de la source de données, mais aussi dans la fréquence attendue dans sa mise à jour. Les solutions dites mises à jour au fil de l'eau permettent de rassurer les managers quant à la réactivité qu'ils peuvent avoir sur leur prise de décision. Ce qu'on vous propose à présent, c'est un cas d'exemple dans le secteur du retail. On a construit un exemple de tableau de bord qui mêle à la fois des indicateurs financiers et opérationnels, auxquels nous associons des indicateurs alimentés par des remontées en temps réel d'informations issues notamment des réseaux sociaux tels que Twitter, comme vous pourrez le voir. Ceci pour mettre en avant les problématiques de tendance, les questions et les attentes des clients ou des prospects au plus près du temps réel. Voilà, je vais passer la parole peut-être à Jean-Marc qui va vous faire une présentation du rapport et des technologies associées qui permettent justement de remonter ce type d'informations en temps réel. Merci Nicolas. Voilà, effectivement, on va laisser le temps à Jean-Marc de switcher d'environnement puisqu'il va prendre la main et vous faire une présentation concrète de la solution StreamSet. Merci Nicolas, merci Stéphane, bonjour à tous. Donc, on a retenu aujourd'hui ce différents scénarios parce que nous voulions vous partager la manière dont StreamSet et Olexia peuvent vous aider concrètement à analyser la performance de votre entreprise, non seulement basée et uniquement basée sur les données du passé, mais en exploitant les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le machine learning, directement appliquées sur des données d'interaction client, par exemple, qu'on va collecter en temps réel. Donc, dans le monde du retail, par exemple, on devine bien que un des exemples, c'est les conditions météorologiques peuvent impacter, on va dire, le comportement d'achat. Au même titre que lorsque vous mettez en œuvre, vous mettez sur le marché une nouvelle offre, un nouveau service, un nouveau produit, une tendance actuelle, c'est de traquer le ressenti de vos potentiels acheteurs. Et donc ça, on a des outils adaptés pour capter donc d'une part ces données en temps réel et surtout d'appliquer des modèles supervisés pour en déduire des sentiments qui peuvent du coup impacter positivement ou négativement les achats futurs.
Un autre cas d'école aussi, c'est donc lorsque vous mettez en place une stratégie omnicanal, donc vous allez pouvoir justement démultiplier des points de contact avec vos clients et par voie de conséquence, accroître votre chiffre d'affaires indirectement. Au même titre que lorsque les commerciaux peuvent, de par leur expérience, réajuster leurs prédictions sur les ventes, vous allez pouvoir affiner et refiabiliser finalement la prédiction de ces ventes à venir. Et lorsque vous mettez en place une stratégie commerciale basée sur des objectifs de vente, des différentes initiatives commerciales, vous boostez finalement directement aussi les ventes. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer finalement l'évolution de ce chiffre d'affaires et par voie de conséquence, le résultat financier de votre entreprise. Mais dans tous les cas, il faut être en mesure de pouvoir collecter à la demande de nouvelles données brutes pour ensuite les restructurer, les revaloriser en appui de machine learning, par exemple, pour les remettre en qualité, ce qui est également critique, avant de les diffuser, avant de les consolider et les mettre à disposition auprès des différents consommateurs. Alors, les consommateurs, ça peut être un analyste financier devant un tableau de bord, mais ça peut être aussi vos clients finaux avec lesquels vous interagissez en temps réel et pour lesquels vous allez pouvoir faire des offres commerciales adaptées en fonction de leur comportement d'achat. Mais dans tous les cas, ça requiert d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes pour capter la donnée et la valoriser au bon moment. Donc, je vous propose de vous montrer concrètement la plateforme et en quoi elle répond à cet enjeu. Et donc, j'ai retenu pour cela deux scénarios qui sont assez simples. Et j'utilise pour ça, dans un premier temps, un réseau social qui est Twitter, et on va voir comment StreamSet va capter en fonction d'un mot-clé qu'on va passer en paramètre. On va capter, donc là, on ne maîtrise pas du tout la fréquence avec laquelle les internautes vont pouvoir agir sur un mot-clé, mais on va voir que StreamSet, peu importe quelle que soit cette fréquence, va pouvoir capter ces données et ensuite appliquer, donc j'ai mis en place un algorithme qui permet de faire de l'analyse de sentiments en temps réel, qu'on va consommer en temps réel, et on va alimenter directement des indicateurs dans Power BI. Ça, c'est le premier scénario que je vous propose. Et dans un deuxième temps, on va utiliser un chatbot. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est en vogue avec l'émergence de ChatGPT. On voit bien qu'il y a une vraie nécessité finalement pas de remplacer l'humain, mais au moins le réconforter pour essayer d'offrir de nouvelles expériences clients basées sur les données qu'on collecte et qui vont nous permettre de traquer les attentes de ces clients pour leur offrir le meilleur service adapté. Donc, dans ce chatbot, on va utiliser StreamSet comme un exposition. En fait, il va exposer un microservice, si vous voulez, qui orchestre toute cette cinématique qui est nécessaire pour, d'une part, collecter les questions qui sont émises par ses clients, les traduire en anglais, parce que j'ai éduqué ce modèle de classification sous Einstein, la propriété de Salesforce, pour faire cette classification dont j'ai besoin, pour en déduire s'il s'agit d'une opportunité commerciale, ou est-ce que c'est un internaute qui est bloqué parce qu'il ne peut pas faire un achat sur mon site d'e-commerce, par exemple. Voilà, ça peut, ou qui a un problème de livraison. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle comme un dispositif qui va nous permettre de mieux cerner la nature de ces questions, quelle que soit leur langue d'origine du client, pour ensuite lui répondre de manière pertinente. Et puis, on s'en sert également, donc il y a un axe analytique. Évidemment, on va mettre le résultat de ces analyses ici dans Snowflake, mais ça pourrait être une base aussi à vocation décisionnelle sur le cloud, idéalement. Et puis, on va faire une notification. On peut aussi notifier, dans le but d'améliorer certains processus métiers, on peut notifier les employés en charge, par exemple, de s'occuper du service de livraison s'il y a un problème, la finance s'il y a un problème de facturation, ou alors la cellule commerciale si on décèle une opportunité commerciale basée sur une question qu'on va voir concrètement dans cette démonstration. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement ce qu'on a bâti comme reporting. Et là, donc, on a utilisé Power BI comme étant un support. Donc, si on part des indicateurs clés
qu'on mène pour analyser la performance d'une entreprise, particulièrement dans le retail. Je laisse la main à Nicolas, si tu veux commenter, Nicolas, pour ce tableau de bord. Alors là, oui, on est dans le cadre d'un tableau de bord opérationnel assez classique où on affiche, bon, alors là dans Power BI, mais ça pourrait être une autre solution de reporting, on affiche les indicateurs clés pour un pilote opérationnel ou un manager opérationnel. Donc on voit des notions de chiffre d'affaires par magasin, chiffre d'affaires selon différents axes d'analyse par mois, par type de canal, etc. Voilà, bon, ce type de tableau de bord est de plus en plus répandu et en 2 mots, l'important dans ce type de restitution, c'est quoi? C'est petit 1 être synthétique et petit 2 être explicite. L'idée, c'est qu'on a un gros volume de données et tout l'enjeu, c'est d'en faire quelques indicateurs clés qui seront facilement accessibles, fiables et reconnus par tous. Voilà. Merci Nicolas. Donc si maintenant on veut voir comment ces indicateurs pourraient être altérés depuis les données qu'on collecte en temps réel, pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines et mois à venir, comment ces chiffres d'affaires typiquement pourraient évoluer en fonction du comportement de nos potentiels clients. Donc on va commencer par le premier cas d'usage dont je vous ai parlé. Pour ça, donc j'ai un tableau de bord en temps réel, un dashboard dans Power BI qui est synchronisé avec le StreamSet. Donc, je vais pour vous montrer ce que c'est StreamSet en même temps. Donc, je me log au control plane. Et donc, on a, en termes de tableau de bord, on peut regrouper ici, on a une vision un peu holistique de l'ensemble des pipelines qui sont actuellement déployés. Et si on zoome sur celui qui nous intéresse, en l'occurrence celui-là, donc on a ce premier cas d'usage. Donc, pour l'instant, le pipeline qui est censé être en exécution permanente, il est arrêté. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons économiques. Je fais appel à un service cognitif sur Azure qui fait cette analyse de sentiments. Et donc, c'est mon propre compte. Donc, c'est pour ça que si je veux savoir ce que fait ce pipeline, on a un aperçu sur la droite, ici, vous voyez. Donc, on a des composants, c'est ça qui est intéressant avec StreamSet, on a des composants prêts à l'emploi. Pour se connecter à une API, c'est le cas actuel, je me connecte sur un réseau social qui est Twitter, et je vais lui passer un paramètre pour rechercher tous les tweets relatifs à un mot-clé que je passe en paramètre. On peut effectuer du filtrage élémentaire. Et là, en l'occurrence, je m'occupe que de capter des tweets en temps réel qui sont dans la langue en français. Et puis après, je peux même, là, en temps normal, je le laisserai continuer, mais là, je peux même demander, une fois que j'ai arrivé à 100 tweets, par exemple, de stopper, d'interrompre ce pipeline. Sinon, par nature, il continuerait sa course. C'est du vrai streaming en réalité. Donc ça, c'est un des patterns d'intégration qu'on adresse. Et à la volée, on a des mécanismes qui permettent de déduire en fonction, donc StreamSet produit de la metadata basée sur ce qu'il analyse en temps réel et basée sur les données qui arrivent en temps réel. On va en déduire le type et le format de la donnée. On a un premier niveau d'aperçu sur la complétude également, et du coup, on peut redresser la qualité de données en temps réel également, avant d'appliquer notre service cognitif, notre service qui va faire cette analyse basée sur les sentiments de nos internautes. On fait une segmentation élémentaire, on peut alimenter un data lake, ici en l'occurrence des tweeters, comment j'alimente mes tweets via des Snowpipe dans Snowflake pour servir, pourquoi dans une démarche data mesh, pourquoi pas, voilà, un certain domaine. Et puis j'alimente directement Power BI en temps réel. C'est ce que fait ce traitement-là. Donc, je vais l'exécuter et vous montrer comment ça se passe. On a un assistant qui permet de nous dire, tiens, ce pipeline-là, sur quel moteur tu veux l'exécuter. Donc, StreamSet, vraiment, ça s'exécute dans des environnements hybrides. Donc, on peut choisir un moteur on-prem ou sur le cloud. Et puis, si ce pipeline fait appel à des mots-clés, on peut lui préciser s'il s'agit d'une marque, un produit particulier ou un individu, un politique, par exemple. Et puis, on va démarrer donc ce traitement. Donc voilà, donc là, on met en exécution donc, notre pipeline. Donc le StreamSet, en tant que plateforme data stack assez moderne, on a donc cette capacité d'avoir un reporting en temps réel également, qui permet d'optimiser, voir si on a des goulots d'étranglement. Et puis, on voit les tweets arriver les uns après les autres. Et donc, on devrait aller voir notre tableau de bord qui lui-même va se mettre à bouger en temps réel, et on voit donc la segmentation, le résultat de cet appel
d'analyse de sentiments qui se fait selon 3 niveaux. Et puis, on voit donc l'accroissement ici du nombre de tweets et l'évolution dans son temps. Et une fois atteint les 100 tweets, le processus, le pipeline, va s'arrêter de lui-même. Donc ça, c'est ce que fait ce premier cas d'usage. Donc vous voyez, c'est assez simple et on obtient des indicateurs complémentaires de ceux qu'on a pu voir dans le reporting financier. D'accord? Donc maintenant, revenons sur le deuxième cas d'usage que nous souhaitions vous partager. Et donc là, c'est plus un côté interactif cette fois-ci, donc via un chatbot. Donc là, on a un tableau de bord aussi, un reporting sous Power BI qui a été fait et qui pointe donc sur un data warehouse sur le cloud, qui est Snowflake, dans le présent exemple. Donc pour l'instant, on observe qu'on a eu 33 questions de remontée avec un score qui résulte donc de score en sortie de l'appel de mon service sous Einstein, qui va faire cette classification des questions par nature. Est-ce qu'il s'agit d'une opportunité commerciale, une demande de changement de commande, problématique de connexion à ma plateforme d'e-commerce, par exemple, un problème de livraison ou de facturation. Voilà. Et par langue. En plus, on a la distribution. Donc là, on peut voir l'ensemble des questions qui ont été remontées jusqu'à présent par langue. Donc, en même temps qu'on voit ce reporting, on va y revenir tout à l'heure, on va pouvoir donc simuler l'interaction de nos clients. Donc là, je vais parler en français. Comme ça, il va détecter que je suis français. Je vais dire bonjour. Et en théorie, il devrait me répondre dans la langue d'origine. Il dit bonjour Jean-Marc, bienvenue sur notre site. Quelle est votre question? Voilà, donc là, je vais te dire, bah, tiens, je recherche actuellement les dernières chaussures je sais pas, Adidas de taille 44. Voilà. En avez-vous en stock? Voilà, une question basique. Et donc là, je vais donc le processus dans son ensemble a capté donc la nature de cette question, a notifié les employés en charge donc si on regarde ici dans le canal Slack, on a donc en gras ici le canal Sales Opportunity et qui notifie donc qu'il y a eu un client qui a émis donc potentiellement une demande qui va déboucher sur une opportunité commerciale. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples. Et si on revient ici sur notre rapport Power BI et qu'on rafraîchit donc le rapport lui-même, on est passé à 34 questions. Donc on devrait retrouver ici, si je zoome sur les questions françaises, notre question qui arrive bien dans ce rapport-là. Donc en temps réel, on peut affiner, peaufiner les prédictions qu'on peut faire et qui vont impacter indirectement notre chiffre d'affaires. Donc on voit l'ensemble des données qui ont été traquées ici. Voilà, donc ça vous donne déjà un aperçu finalement de la plateforme et on peut voir aussi tout ce qui est passé dans notre microservice. Donc StreamSet a cette capacité aussi d'exposer des microservices qui orchestrent toute la cinématique. De l'appel à un service cognitif pour traduire et détecter la langue d'origine du client, pour la mettre en mémoire. Ensuite, la traduire, cette question en anglais, pour la confronter avec ce modèle. Puis en sortie, on a un score. Et on peut lui demander, donc basé par rapport à un seuil, en dessous duquel on peut lui dire de reformuler sa question afin d'améliorer aussi la précision au fil du temps de notre modèle. Et le cas échéant, on répond en lookup statique qui permet de formuler des phrases et de les transcodifier dans la langue d'origine, les traduire dans la langue d'origine grâce au même service cognitif. Donc on a des boîtes qui sont réutilisables et qu'on glisse et dépose au sein de cette interface de modélisation. Et en plus, je notifie ici les personnes. Donc on a une vision un peu holistique de le nombre de transactions qui arrivent dans ce microservice et qui ont répondu à notre question. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans ce rapport ici. Voilà, donc là, ça vous donne déjà un premier vernis de ce que peut faire StreamSet. Donc je vais revenir sur la présentation. Voilà, et donc ici, ce qu'on a pu voir, c'est que rapidement, avec StreamSet, on a pu automatiser la lecture et la remise en qualité des données en temps réel pour une mise à disposition immédiate des données auprès des différents consommateurs.
qui sont à la fois des clients, des employés, pourquoi pas, et puis les analystes financiers. Et puis, on a vu surtout comment il est d'actualité de pouvoir automatiser et consommer du machine learning pour augmenter la valeur de la donnée et réagir tant qu'il est encore temps pour améliorer les ventes dans notre cas. Mais StreamSet, c'est bien plus que ça. C'est une plateforme vraiment exhaustive qui vous permet d'adresser d'autres cas d'usage, de l'ingestion vers le cloud. Donc, pourquoi pas utiliser, on a des clients qui viennent nous demander de les aider à migrer leur ancien entrepôt sur le cloud. On dispose également d'un ETL basé sur Spark pour pouvoir faire des agrégats, du dédoublonnage, de la détection des dimensions changeantes de type 1, type 2, de manière très simple, mais basé sur des très très gros volumes de données. On parle de milliards de données, à moindre coût, parce qu'on tire profit des infrastructures distribuées et de Spark pour pouvoir les réaliser à moindre coût, avec un bon ratio performance. Si vous avez adopté Snowflake comme unique lakehouse, bon, dans ce cas-là, on a aussi un moteur adapté. On est quasiment le seul à avoir non seulement des outils adaptés pour l'ingestion vers Snowflake, mais aussi on a vraiment un moteur de type serverless qui permet d'interpréter les graphiques des pipelines qu'on conçoit pour consommer du machine learning, des simples fonctions d'UDF qu'on va invoquer en simple fonction de SQL dans l'outil sans faire de code. Et pareil pour faire des agrégats. Et donc là, on n'a plus besoin de sortir les données de Snowflake pour en faire de la data science. Et donc, tout le compute se réalise sur Snowflake. Et StreamSet sert en fait d'interpréteur graphique pour se conformer au framework de Snowpark. Et conformément à l'API Scala de Snowflake, va pousser les traitements en un ensemble d'instructions, si vous voulez, de SnowSQL. Donc, il n'y a pas de source d'erreur possible, il y a une meilleure compréhension des visuels et donc on facilite la maintenance dans le temps. On est utilisé aussi pour faire du reverse ETL. Donc, une fois que la donnée est valorisée, on peut la réinjecter dans vos systèmes opérationnels. Donc, complète, moderne, elle est simple et extensible. Simple, pourquoi? Parce qu'on a des composants graphiques prêts à l'emploi. On a plus de 100 processeurs qui permettent de faire toutes les manipulations classiques de transformation sur les données. Et on a surtout cette capacité dans les cas aux limites complexes, d'implémenter des règles complexes de manière simple. Il y a du scripting, pourquoi pas, en Groovy, en Java, en Scala, en SQL, en Python. Et l'idée, c'est de le rendre réutilisable et partageable en mode collaboratif avec des gens qui n'ont pas forcément cette expertise de faire du scripting, mais au moins ils savent que bon, voilà, ils ont une bibliothèque de règles de qualité de données qu'ils peuvent tout de suite réutiliser sans savoir comment elles étaient conçues. Donc on gagne en agilité, en vitesse au fur et à mesure du temps. Et ensuite, on a un Python SDK ainsi qu'une API très complète qui permet d'interopérer avec la plateforme. Résiliente et performante, on a des mécanismes de haute disponibilité, de reprise sur erreur très évolutifs avec des mécanismes de garantie delivery. On est capable de déployer nos pipelines sur des architectures vraiment hyperscaler, sur Kubernetes, avec des fonctions d'autoscaling. Et on a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on est capable de détecter les évolutions de schéma dans vos sources, sans interrompre vos processus qui sont en exécution permanente dans la plateforme. C'est grâce à ce phénomène de data drift, donc non seulement on les détecte, mais en plus on peut répercuter ces modifications, rajout d'un colonne, changement de type, directement dans les destinations de votre choix. Enfin, elle est contrôlable. Elle vous permet d'avoir une vision très claire de l'ensemble des déploiements, des statistiques opérationnelles de tous les pipelines qui sont en cours d'exécution pour vous s'assurer qu'ils sont conformes à votre propre SLA. Et le cas échéant, vous pouvez vous abonner, souscrire à des alertes, à des notifications, pour anticiper des baisses de pic en fonction de l'évolution de la charge, pourquoi pas, et des volumes. Donc, on a un système proactif d'alerting et de supervision qui est vraiment qui plaît aujourd'hui aussi dans la plateforme. Alors, qu'est-ce que disent concrètement nos clients? Un client français, en exemple, qui est la SNCF, la branche réseau. Ça leur a permis de changer de paradigme, parce que pendant des années, ils utilisaient un ETL qui est DataStage, qui faisait principalement et exclusivement que du batch processing. Et de par la pression du métier, de par les nouveaux enjeux aussi auxquels sont confrontés la SNCF aujourd'hui, de pouvoir traiter massivement des données de plus en plus proches du temps réel, va servir une meilleure expérience client d'une part, limiter les délais, les retards de train, tout en
ayant à faire face à une maintenance qui est du réseau ferroviaire, hein, on parle de 40 000 km de réseau ferroviaire en France, sur lesquels ils ont mis beaucoup de capteurs d'IoT. Donc, à chaque passage de train, ces données sont remontées à StreamSet pour pouvoir faire, en appui du machine learning, faire de la maintenance prédictive et prédire les éventuels retards de train. Et donc, concrètement, ça leur a permis de réduire par 5 les temps de mise à disposition des données auprès de différents consommateurs avec une approche data mesh, comparativement aux anciennes méthodes qui faisaient exclusivement que du batch processing. Un client beaucoup plus récent qui est IKEA, qui déploie StreamSet vraiment à grande échelle dans toutes les filiales et dans tous les magasins du monde entier. Ils ont commencé en prototype à les déployer sur plus de 450 points de vente, où ils ont branché StreamSet sur leur principal ERP. Et à destination, ils ont une démarche, une stratégie multi-cloud. Donc, ils ont vraiment apprécié le côté agnostique de StreamSet, de pouvoir porter les traitements. On design une seule fois les pipelines et on peut les appliquer, les répliquer et juste changer dynamiquement les destinations sans casser la logique de la valorisation de ces données en cours de route. Donc, les lignes de business ont gagné en agilité et ils ont implémenté aussi eux-mêmes une démarche data mesh. Voilà, pour avoir cette démarche décentralisée et qui est bénéfique à une entreprise et une organisation comme la leur. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention et je pense que c'est l'heure maintenant de poser des questions. Stéphane. Merci Jean-Marc, merci pour cette présentation. Effectivement, on va laisser le temps aux connectés de poser leurs questions. Alors, je te propose de passer au slide suivant. Pour en savoir plus sur StreamSet, voilà, si vous avez votre smartphone sur vous, vous allez pouvoir scanner le code et pouvoir accéder à une littérature abondante sur l'offre de StreamSet. Sachez aussi que 2022 a été une belle année pour StreamSet puisqu'on a fait notre entrée au Gartner. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les, je dirais, les caractéristiques de la solution et surtout les commentaires associés de l'analyste dans un rapport très complet. Donc les liens apparaissent ici, vous allez pouvoir télécharger ce document. Vous pouvez évidemment nous joindre sur le formulaire de contact streamset.com ou simplement nous envoyer un email sur l'adresse qui s'affiche ici. Alors, nous avons une première question, c'est certainement pour toi Jean-Marc qu'elle s'adresse. Dans les use cases SNCF et IKEA, tu parlais de data mesh et en fait, est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu plus en détail le concept de data mesh et comment en fait on met en œuvre le data mesh avec un outil comme StreamSet? Oui, alors tout d'abord, le data mesh, ce n'est pas qu'un produit, une solution, c'est plutôt une démarche et une architecture de données qui est par nature décentralisée. Pendant des années, on a essayé d'avoir un socle analytique qui soit monolithique. Et donc, ça peut bien marcher pour des entreprises de petite taille, mais pas du tout adapté à des gros groupes comme la SNCF ou même IKEA. Voilà. Qui ont plusieurs entités métiers, donc ont des besoins récurrents d'une part, qui requièrent finalement de mettre autour de la table les producteurs de la donnée, des consommateurs et des équipes d'ingénierie qui doivent être de plus en plus agiles et réactifs face à ces demandes sans prendre de retard. Donc, le data mesh, c'est avant tout une architecture de données décentralisée qui organise les données par domaine, métier. Donc, par exemple, on va avoir un domaine particulier pour les ventes, un domaine dédié pour les clients, pour les produits, les offres, la supply chain, pourquoi pas. Voilà. Donc, un data mesh, ça permet de transférer aussi la propriété des données au producteur du jeu de données lui-même. Et de ce fait, il devient finalement le garant de la gouvernance des données. C'est lui-même qui va définir et qui va documenter déjà ces données. Donc, il y a une composante forte de la gestion des métadonnées. Donc, il doit documenter ce qu'attendent les consommateurs. C'est voilà, en quoi consiste ce jeu de données, comment on peut s'y connecter, qu'est-ce qu'il produit comme valeur, comment il a été sécurisé. Les politiques d'accès et de sécurité sont une composante assez forte aussi de l'aspect data mesh.
il devient aussi de fait responsable de la qualité intrinsèque des données qu'il va produire. Et pourquoi c'est naturel que ce soit le producteur de données finalement? Parce qu'il est l'expert du domaine en question. Et donc ça emporte, c'est une innovation finalement dans des groupes qui sont complètement décentralisés, comme l'est la SNCF et IKEA. Donc on parle bien finalement d'une utilisation en mode libre service, si tu veux, dans ces organisations, dans le but de mutualiser sur l'existant et d'éviter de réinventer la roue de manière systématique. Donc cette approche fédérée élimine de nombreux goulots d'étranglement opérationnels qui sont associés à des architectures anciennement monolithiques, qui étaient trop centralisées. Mais ce n'est pas antinomique avec le fait que on puisse faire cohabiter plusieurs data lakes et plusieurs data warehouses, plusieurs référentiels métiers. Donc c'est pas. Mais par contre, voilà, on n'est plus sur un seul socle monolithique qui sert pour tout le monde. C'est ça un peu le data mesh. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci Jean-Marc, voilà. Merci pour cette précision. On a le temps pour une deuxième et peut-être dernière question. Elle s'adressera plutôt pour Nicolas, qui en fait, peux-tu éventuellement nous décrire quels sont les défis que tu as rencontrés sur les projets sur lesquels tu es intervenu lorsqu'il y a du temps réel qui est en jeu? Alors, pour moi, pour faire un peu le lien aussi avec ce que disait Jean-Marc, je dirais que les défis, ou en tout cas les facteurs de succès, j'en retiendrai 3. Bon, le premier, je dirais que c'est de mettre en place une équipe projet qui allie à la fois les compétences techniques et fonctionnelles pour bien définir les usages, les domaines là, dont parlait Jean-Marc. Et avec l'objectif derrière tout ça, c'est de décentraliser donc les compétences data vers les métiers, vers les producteurs. En complément de ça, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à passer par les phases de POC, ou en tout cas de déploiement par lot, par domaine, pour s'assurer que les attentes sur un périmètre restreint sont bien, on répond bien aux attentes sur un périmètre restreint avant de le généraliser. Et enfin, pour faire le lien plus précisément avec le temps réel, je pense qu'il faut vraiment une expression de besoin claire de la part des utilisateurs métiers, et ne pas hésiter à la challenger pour s'assurer que typiquement l'indicateur souhaité, la granularité et sa fréquence de mise à jour sont un réel apport pour les utilisateurs ou les exploitants de ces données-là. Effectivement, quand vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, ben voilà, on peut te proposer du temps réel pour tous les indicateurs, la tendance est plutôt à dire oui. La question derrière, c'est est-ce que ce temps réel, petit 1, il est souhaité, et petit 2, est-ce qu'il est souhaitable? Voilà, donc je dirais que ces 3 éléments-là, une équipe technico-fonctionnelle, une phase progressive de déploiement et une expression de besoin et challenger un peu cette expression de besoin. Voilà. Merci Nicolas, merci pour ces précisions et merci Jean-Marc pour la présentation. Voilà, il est temps de rendre l'antenne. On restera disponible offline pour répondre aux questions additionnelles. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et sera disponible a posteriori. On vous enverra toutes les informations pour pouvoir y accéder. Voilà, je vous remercie messieurs. Merci à ceux qui ont participé à cet événement et n'hésitez pas à consulter nos documentations qui sont disponibles sur les liens que vous voyez actuellement. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.